Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Bonjour. L'examen du budget a commencé hier dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Budget que vous qualifiez de socialiste. Pourquoi ? Parce qu'il augmente massivement les impôts, les prélèvements obligatoires, parce qu'il ne réforme pas l'État, parce qu'il ne réforme pas les collectivités locales, parce qu'il ne supprime pas les dépenses inutiles, les dépenses liées à la suradministration de ce pays qui souffre aujourd'hui d'un excès de règles, de normes, de contraintes qui pèsent sur ceux qui travaillent. C'est un budget qui va casser la faible croissance dont on bénéficiait, 1%, c'était pas beaucoup, mais c'était quand même un acquis de croissance. Les instituts économique, l'OFCE notamment, prévoit un impact négatif de 0,8%. Donc on ne peut pas exclure que ce budget, du fait de son caractère très alourd, qui va alourdir considérablement les prélèvements obligatoires, aboutisse à une récession, à une perte d'emploi. Dans votre bouche socialiste, c'est péjoratif. Oui, vous avez bien compris. J'ai bien compris. Parce qu'aussi, c'est la hausse des impôts en fait qui vous pose problème ? Oui, parce que nous sommes déjà le pays au monde qui détient le triste record de taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. Oui. Chaque année, je le redis, on gagne la Coupe du monde des impôts. Et cette situation, elle a affaibli notre pays. Elle a affaibli nos entreprises, elle a conduit à la désindustrialisation massive. Pardon, mais l'impôt sur les sociétés, il n'a fait que baisser depuis 2017. Il était à 33, il est à 25 aujourd'hui. Oui, mais les impôts de production, ceux qui pèsent sur les entreprises, sont encore 5 points plus élevés que la moyenne européenne. Donc on est parti de tellement haut, et puis il y a les impôts qui pèsent sur les ménages, qui ont conduit à des délocalisations de Français qui sont partis. Tout ça fait que... Et là, le but, Éric Ciotti, c'est de taxer davantage les plus fortunés. C'est les grandes entreprises qui font des chiffres d'affaires à 1 milliard. Le malade imaginaire. Je disais que le traitement va aggraver la situation du malade. On est toujours dans cette logique absurde de dès qu'il y a un problème, on va vers un impôt. Et on l'a vu dans les débats à la Commission des finances. C'est ahurissant, cette surenchère fiscale. Il faut arrêter, il faut casser ce poids de la fiscalité. Et là, on parle des plus riches. Énorme. Non, mais on parle de tout le monde. C'est une fable de dire que ce sont les plus riches qui vont être concernés. Quand on va affaiblir les soutiens à l'apprentissage, qui était une des rares bonnes mesures portées par Emmanuel Macron. Qui va payer ? Ça, c'est un rabot dans la dépense publique. Les artisans, les commerçants. Lorsqu'on va désindexer les retraites, qui va payer ? Ce sont les Français modestes, notamment ceux qui ont des toutes petites retraites. Donc la réalité, elle est là. Il y a un alibi sur on va faire payer les riches. C'est faux. On va faire payer tous les Français. Le retour de la taxe d'habitation, vous y êtes favorable ? Non, je n'y suis pas favorable. Je n'y suis pas favorable parce que ça participe de la même logique. Arrêtons chaque fois d'avoir ce concours fiscal, cette volonté de trouver toujours des impôts supplémentaires. Encore une fois, je le redis, au niveau des prélèvements obligatoires où nous nous trouvons, il est totalement inenvisageable pour moi d'en rajouter. Alors vous dénoncez le manque de réformes structurelles. Vous parlez de quoi par exemple ? Parce que juste sur les timings, vous savez que Michel Barnier a dû construire ce budget en 15 jours. Donc bien sûr, chercher des réformes structurelles à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. Il y aurait d'autres options. Quand je vois, il n'y a aucun effort sur le nombre de fonctionnaires. On est le pays le plus administré en Europe. Il n'y a pas d'effort sur les opérateurs de l'État, sur les agences qui se multiplient. Mais 4000 suppressions de postes, par exemple, envisagées dans l'éducation nationale ? Mais combien au global de fonctionnaires ? Près de 6 millions d'agents publics. Si on rajoute ceux qui sont dans des structures qui dépendent directement de l'État, on approche les 7 millions. Et c'est une prévision. L'année dernière, on a eu 130 000 emplois publics de plus. 130 000 emplois publics de plus. Je prends cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a 40 milliards de réduction de dépenses publiques. 40 milliards, Éric Ciotti. Oui, c'est le chiffre qui a été affiché, mais il ne vous aura pas échappé qu'il est contesté, et notamment par le Haut Conseil des finances publiques, qui chiffre les efforts à une proportion inverse. Le Haut Conseil des finances publiques nous dit, en réalité, il y aura 30 milliards d'impôts en plus, de prélèvements obligatoires en plus, et il y aura
à peine une réduction des dépenses de l'ordre d'un tiers de cet effort. Et je prends un exemple, j'y reviens, l'apprentissage va peser sur les entreprises. Le fait qu'on supprime l'exonération de CSG, de CRDS et qu'on diminue la prime. Mais dans le budget de M. Barnier, on considère ça comme une baisse de dépenses. Oui. Sur les retraités, on considère que c'est une baisse de dépenses. Moi, une baisse de dépenses, c'est quand l'État se serre la ceinture, quand il fait des économies sur ses frais de fonctionnement, sur les délires que l'on peut constater partout qui font qu'il n'y a pas d'économie aujourd'hui. Des efforts sur le modèle social, des efforts sur l'immigration, quand on voit que le coût de l'AME... On va y revenir dans le détail. On voit le coût, oui, mais c'est un gisement d'économie. C'est 1 milliard à l'AME. Et puis, si on ne donnait pas les prestations sociales dès le premier jour d'arrivée à des étrangers en situation régulière, l'APL ou les allocations familiales, c'est une économie de 7 milliards d'euros par an. Voilà des gisements d'économie qui, certes, nécessitent du courage. Éric Ciotti, l'Assemblée nationale est fracturée. Il est très probable que Michel Barnier ait recours au 49.3 pour faire adopter ce budget, ce qui veut dire motion de censure de la part des oppositions. Vous voterez une motion de censure ? Nous déterminerons notre position dans l'intergroupe Rassemblement National UDR, dans lequel nous travaillons. Nous déterminerons notre position en fonction du résultat final, de la composition finale de ce budget. Bah là, vous êtes contre sur toute la ligne. Nous souhaitons... Donc ce serait incompréhensible mais nous aux yeux de vos électeurs si vous ne censuriez pas le gouvernement. Nous défendons des amendements. Nous souhaitons que la discussion aille jusqu'au bout. Et puis après, nous verrons l'attitude du gouvernement. Nous sommes là pour protéger les entreprises, pour protéger les Français. En tout cas, c'est ma conception et l'investissement que nous aurons dans ce débat avec les députés du groupe UDR. Nous l'avons dit hier soir, c'était à minuit dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, par nos députés Vincent Trébuchet et donc nous porterons ces messages. Si le gouvernement nous écoute, nous en tiendrons compte. Mais il ne peut pas être totalement... C'est-à-dire quoi ? Si le gouvernement reprend certains de vos amendements, il n'y a pas de censure de votre côté ? Mais ce sera un des éléments. Combien, 2, 3 amendements Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est moins de prélèvements obligatoires. Ce que nous voulons, c'est une diminution réelle du train de vie de l'État. Ce que nous voulons, c'est des incitations à la croissance par la suppression des normes. Voilà. Je prends l'exemple de ce qui est fait en Argentine par le président Milei avec l'image de cette tronçonneuse. Eh bien, il faut aussi qu'on ait une tronçonneuse pour couper dans les dépenses publics qui servent à rien en France. C'est un modèle, Milei, pour vous ? En tout cas, je crois que ce qu'il porte est une piste, parce qu'on ne peut plus continuer comme ça à empiler les normes, les règles qui pèsent sur ceux qui travaillent. Vous savez, ceux qui prennent des risques, ce sont les entrepreneurs. Ceux qui créent des emplois, ce sont les entrepreneurs. Et c'est eux vers lesquels on pose en permanence des contraintes. Le libéral, à ce moment-là, en tout cas, que vous prenez pour modèle, approuve-t-il le fait que l'État rentre au capital de Doliprane, d'Opella, filiale de Sanofi, qui produit le Doliprane en France? On est dans la communication, mais que traduit cette affaire ? Cette affaire traduit la perte de souveraineté de la France et la désindustrialisation avancée. On a tué tous nos grands secteurs. On a commencé par le secteur de l'énergie nucléaire. On a sacrifié la sidérurgie. On est en train de tuer l'automobile avec les normes imposées. Mais vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que vous auriez fait comme le gouvernement ? Et on a tué l'industrie pharmaceutique. On a tué, c'est Sanofi qui décide de vendre un fonds d'investissement américain. L'exemple, c'est l'absence de vaccins Sanofi, qui était un des grands opérateurs mondiaux, a été le seul à ne pas disposer d'un vaccin. Pourquoi ? Parce que nous avons une politique qui impose des normes, des prix des médicaments qui ne sont plus adaptés. Donc il faut redonner là aussi de la liberté, il faut recréer des grands champions et on n'aura pas à faire en sorte que Sanofi n'est pas dans le rouge là. Que l'État intervienne. Et c'est Sanofi qui préfère vendre un fonds d'investissement américain pour
pour le Doliprane. Vous auriez fait quoi à la place de l'État? L'État décide de devenir actionnaire à 2%, c'est le minimum. Vous auriez fait quoi? C'est de la communication, ça n'empêchera pas la prise de contrôle. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on ait une entreprise puissante. Sanofi s'est affaiblie au cours des dernières années. Comme l'industrie pharmaceutique s'est affaiblie, elle s'est massivement délocalisée. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on défende la production en France d'équipements ou de produits stratégiques. Je l'avais prôné lorsque j'étais rapporteur après le Covid. Nous avons eu une commission d'enquête et une des préconisations portait sur la nécessité de faire une liste d'équipements, de produits qui étaient stratégiques. Donc là, on ne sait toujours pas voilà ce que vous auriez fait. L'État aurait pu bloquer cette vente. Le fait qu'il participe au capital ne servira absolument à rien. Nous en perdrons le contrôle. Donc vous êtes sur la ligne des Insoumis qui, eux, carrément réfléchissent à la nationalisation. Non, sur des secteurs aussi stratégiques que le médicament. Absolument pas. Il peut y avoir des équipements et des produits qui sont stratégiques, dont l'acquisition par une puissance étrangère peut être limitée, interdite, proscrite. Mais la vraie réponse, elle est dans la liberté. Il faut qu'on ait des champions français, des champions européens. Le rapport Draghi l'a dit. Aujourd'hui, on s'évertue à fragiliser nos grandes entreprises. La contribution supplémentaire pour celles qui réussissent est le symbole de tout ça. On va taxer les entreprises. C'est aussi de la solidarité, non ? On va taxer les entreprises profitables. Non, c'est ridicule parce que ce sont ces entreprises dont on a besoin. Et en frappant les grandes entreprises, celles qui réussissent, on fragilise tout notre pays. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on soit vendu à la découpe parce qu'il y a des entreprises qui deviennent fragiles. Éric Ciotti avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On va vous retrouver après le fil info. Et avant le fil info, vous le savez, une alerte enlèvement est en cours depuis maintenant 1 heure. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Voilà le numéro 197 pour cette alerte enlèvement. Il est 8h45 sur France Info, le fil info avec Maxime Glorieux. Reprise des négociations autour de l'assurance chômage et de l'emploi des seniors. Les organisations syndicales et patronales ont moins d'1 mois pour trouver un accord. La réforme du gouvernement Attal avait été suspendue lors de la dissolution en juin dernier. C'est du jamais vu, les ventes de voitures hybrides dépassent celles des essences en Europe. Autre enseignement, les ventes d'électriques cette fois repartent à la hausse après plusieurs mois de baisse, même si le marché reste en dessous du niveau de l'an dernier. Le chef de la diplomatie américaine entame une nouvelle tournée au Proche-Orient, la 11e depuis le début de la guerre à Gaza. Anthony Blinken veut négocier un cessez-le-feu alors que le Hezbollah revendique ce matin une attaque sur une base israélienne. Le Paris Saint-Germain veut se rassurer ce soir, espérer grimper dans le top 8 de la Ligue des Champions. Les Parisiens reçoivent les Néerlandais du PSV Eindhoven. Match au Parc des Princes, coup d'envoi 21h. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Et Éric Ciotti, président du parti UDR, Union des droites pour la République, député des Alpes-Maritimes. Dans 10 jours, le Rassemblement national, votre allié, va profiter de sa niche parlementaire pour faire voter l'abrogation de la réforme des retraites, notamment l'âge légal à 64 ans. Est-ce que vous voterez cette abrogation ? Non, je ne voterai pas cette abrogation. Je l'ai dit à Marine Le Pen, nous en avons discuté, pas depuis quelques jours, depuis plusieurs mois, y compris au moment où nous avons bâti cet accord historique, cet accord qui va vers l'union des droites, cet accord qui casse ce ridicule front républicain qui est responsable de la situation de blocage de notre pays aujourd'hui. Accord, mais gros désaccord donc sur les retraites. Il y a un point de désaccord. C'est pas un gros désaccord, il y a un point de désaccord. Petit sujet, les retraites. Je pense qu'il faut globalement avoir d'autres réponses pour sauver notre système de retraite, que la réforme du gouvernement a été très imparfaite. Pour autant, l'évolution démographique, selon moi, fait qu'on ne peut pas s'exonérer d'une mesure qui augmente
un petit peu l'âge de départ en retraite. Il y avait un engagement du Rassemblement national au moment de ce débat. Il est respecté. C'est aussi l'honneur de la politique de respecter ses engagements. On a tellement l'habitude de voir des gouvernements ou de voir des politiques qui font l'inverse de ce qu'ils ont dit avant les élections. Eh bien là, la parole, elle est tenue. Nous, le désaccord, il est toujours là, mais c'est pas un désaccord, je dirais, majeur. Nous convenons ensemble qu'il faudra réformer notre système de retraite. Personnellement, je porte une idée qu'on doit mobiliser les fonds d'épargne qui sont dans notre pays, notamment les produits d'assurance vie qui sont massifs. Et vous êtes pour la retraite à 65 ans. Il y a 6 000 milliards d'euros. Je pense qu'une dose de capitalisation qui marche dans d'autres pays devra, dans les années à venir, être installée parce que c'est une des réponses, le front, c'est une des réponses que nous pouvons apporter ensemble. L'ancien ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, et actuel président de la Commission des Affaires sociales à l'Assemblée, envisage une année blanche pour les retraités les plus aisés afin de permettre que les retraites des plus modestes soient revalorisées comme prévu au mois de janvier. Puisque vous parliez des retraites par rapport au budget il y a quelques instants, vous en dites quoi? Ça peut être une solution juste? Non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. On ne touche pas du tout aux retraites, il y a un plus contrat aisés. social avec les retraités. Ils ont travaillé toute leur vie, ils ont travaillé très dur. Il y a beaucoup de retraités modestes. Et au moment où ils bénéficient du produit du travail de toute une vie, l'État vient casser ce contrat parce qu'ils ont cotisé. Eh bien, moi, j'y suis opposé. Le but de l'opération, c'est de ne pas toucher aux modestes, justement. Il faut respecter la parole de l'État. Bien, on doit réfléchir à un modèle qui, tout en étant sur la base de la répartition, j'y suis attaché, aille explorer des terrains un peu différents qui ont fait leurs fruits et qui ont montré leur réussite dans d'autres pays. Éric Ciotti, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau promet une nouvelle loi sur l'immigration l'année prochaine, la 33e en 40 ans sur ce sujet. Est-ce nécessaire ? Ça peut être utile, mais ça sera de toute façon toujours insuffisant. Ce qu'il faut en matière d'immigration, c'est changer radicalement de cadre. Il faut qu'il y ait beaucoup moins d'immigration de masse. Aujourd'hui, on subit une immigration de masse qui est totalement inassimilable dans notre pays, qu'on ne peut plus intégrer. Vous dites comme Bruno Retailleau que l'immigration n'est pas une chance ? L'immigration de masse, quand on accueille 550 000 étrangers en situation régulière, sans parler de ceux qui arrivent en situation irrégulière, n'est pas une chance. L'immigration de masse n'est pas une chance. Il y a des immigrés qui, par le passé, même aujourd'hui, ont beaucoup apporté à notre pays. Donc, je ne généralise jamais, mais l'immigration de masse, telle qu'elle est aujourd'hui gérée par notre pays, sans capacité d'intégration, est totalement aujourd'hui inacceptable pour la France. Donc il faut rompre avec cette immigration de masse. Pour cela, il faut un nouveau cadre total, global. Il faut une réforme constitutionnelle, vous savez. Mais vous savez bien que les conditions politiques ne sont pas réunies aujourd'hui pour ça. Pourquoi ? Michel Barnier le rappelle d'ailleurs dans le journal du dimanche, parce qu'il y était favorable lui-même quand il était en campagne en 2021 pour la primaire. Je ne comprends pas cette LR. logique. Mais il fait juste le constat que pour qu'il y ait une réforme constitutionnelle, il faut qu'il y ait une majorité qualifiée. Michel Barnier à l'Assemblée et au Sénat. À la tête d'un socle qu'il appelle, qu'il dit, selon lui, le plus important à l'Assemblée nationale. Nous, avec le Rassemblement national, l'UDR, le Rassemblement national, nous représentons 143 députés. Eh bien, ça veut dire que si le socle minoritaire de M. Barnier va dans ce sens, il souhaite une réforme constitutionnelle. Vous savez, elle est écrite, on l'avait écrite avec arithmétique. Il faut qu'il y ait une réforme constitutionnelle, il faut qu'il y ait une majorité qualifiée des 3/5 au Sénat et à l'Assemblée. On l'avait écrite avec M. Retailleau. Oui, mais s'il n'y a pas de majorité. Bien, essayons. Il y a ces 200 députés, 220 du socle de M. Barnier, plus vous les savez bien que par ailleurs, ils ne sont pas tous d'accord sur les ce sujet. 143, nous sommes déjà sur 200, si je compte bien, plus de 260 députés qui pourraient, 360 pardon, qui pourraient être là-dessus. Le Sénat est à droite. Le sujet, quand même, Éric Ciotti, c'est qu'il y a une loi quand même sur l'immigration qui a été adoptée l'année dernière. Tous les décrets d'application n'ont pas été encore
encore publié. La faute à qui? Est-ce qu'il faut encore une nouvelle loi? Est-ce que, en fait, multiplier les lois, est-ce que c'est pas le signe de l'impuissance de l'État? C'est pour ça qu'il faut une loi efficace. Il ne faut pas une loi qui ne fasse que parler. À chaque fois, on dit qu'elle est efficace et visiblement, elle ne l'est pas. D'où mon constat sur l'exigence, la nécessité d'une réforme constitutionnelle. Et je rajouterai, il faut qu'elle soit approuvée par référendum. Parce que, pourquoi on en est là sur l'immigration? Parce qu'il y a une espèce de chape de plomb, y compris médiatique, qui interdit aux hommes politiques qui dirigent de prendre les bonnes mesures pour limiter, stopper l'immigration. Je parlais notamment du scandale de ces allocations qui sont versées dès le premier jour aux étrangers. On pourrait parler du scandale des détenus étrangers en prison. En situation régulière, il y a quand même une durée. J'étais à la prison de Nice la semaine dernière pour visiter avec mes collègues parlementaires. Près de 50% des places occupées sont occupées par des étrangers. Ces personnes devraient purger leur peine dans leur pays d'origine ou être expulsées. Tout ça, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on n'a jamais interrogé les Français sur l'immigration. Donc c'est pour ça que je souhaite qu'il y ait ce grand référendum sur l'immigration. Il y a une différence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire dans la réalité. C'est l'exemple, par exemple, des OQTF, où effectivement le taux d'exécution est faible en France. Michel Barnier indique que les discussions vont reprendre avec certains pays, parce que c'est bien ça dont il s'agit, le fait de délivrer des laissez-passer, l'Algérie, le Maroc. Il dit, je cite, « Nous pourrons examiner toutes les dimensions, si nécessaire, de la délivrance des visas à l'aide au développement ». Est-ce qu'il faut agiter ces menaces? Oui, je le fais d'ailleurs avec des amendements dans la loi de finances, puisque d'abord nous augmentons considérablement, aujourd'hui c'est 200 €, nous le passons à 1500 €, la somme qui est due pour l'octroi d'un titre de séjour, parce qu'il faut que ceux qui arrivent en France paient aussi, donc ça c'est un point important, et puis nous conditionnons l'octroi des visas à la délivrance de ces laissez-passer consulaires. C'est quoi un laissez-passer consulaire? C'est un pays qui doit reprendre ses ressortissants. L'Algérie, la Tunisie, par exemple, aujourd'hui, s'y refuse quasiment systématiquement. On ne doit plus continuer à aider ces pays qui ne font pas preuve de bonne volonté. C'est un principe de bon sens et de réalité. Gérald Darmanin, qui était à votre place, lui, au contraire, il l'a vécu puisqu'il était ministre de l'Intérieur. Il a dit la menace, ça marche pas. Et je vous le dis tout net. Il a essayé la menace, mais il a replié tout de suite, puisque je crois que c'est resté que quelques mois. Donc on n'a pas persévéré pour d'autres raisons, pour des raisons obscures liées aux amitiés de M. Macron, notamment avec l'Algérie. Mais tout ça n'est pas réaliste. Il faut que la France réaffirme son autorité vis-à-vis de ces pays. Elle ne peut plus accepter de subir. Il faut révoquer l'accord de 68 avec l'Algérie, dans la mesure où l'Algérie ne coopère pas. Disons-le, nous le disons, nous l'avons. C'est même une résolution de LR que M. Barnier le fasse. Vous savez que ça aura des conséquences économiques sur les entreprises françaises? Je suis pas sûr. Éric Ciotti, quand Michel Barnier dit au journal du dimanche, il est important de s'assurer que l'aide médicale d'État ne soit jamais détournée de son but, à savoir un outil de santé publique. Qu'est-ce que vous comprenez? Il a raison, vous savez, la politique c'est aussi du pragmatique. Je rencontrais un dentiste à Nice la semaine dernière, il me disait, aujourd'hui l'aide médicale d'État permet d'avoir 16 couronnes dentaires payées à un étranger. Voilà. Est-ce que c'est un soin d'urgence que d'avoir des couronnes dentaires complètement refaites? Et il me dit, des retraités qui n'ont pas de complémentaire, eux ne peuvent pas avoir accès à ces soins qui sont totalement gratuits pour un étranger en situation irrégulière. Des taux de la sécurité sociale. C'est ça qui est pas supportable. C'est ça qui n'est pas acceptable. Mais quand des personnalités comme Claude Évin, comme Patrick Stefanini, que vous connaissez, qui était une figure de LR, rendent un rapport sur l'AME et disent que ce dispositif sanitaire est utile, qu'il est globalement maîtrisé, vous n'y croyez pas? Non, parce que ce dispositif, il explose. On va être sans doute cette année à pas loin de 500 000 bénéficiaires. Le coût de l'AME va tangenter les 1,5 milliard. Donc il a doublé en quelques années. Ça veut dire que le système n'est plus contrôlé, n'est plus maîtrisé. Puis on parle de l'AME, mais il y a tous les dispositifs comme la PUMA,
pour les demandeurs d'asile qui fait qu'il y a une débuleuse. Il y a eu un rapport parlementaire l'année dernière de près de 2 milliards d'euros là-dessus. On ne peut pas laisser dériver au fil de l'eau ce système sans contrôle. On doit soigner les urgences. Bien entendu, c'est une exigence, mais on ne peut et on ne doit pas donner des soins de confort C'est pas le cas, à des personnes. Éric Ciotti, vous le savez. Mais bien sûr, parce qu'autrement, le système ne dériverait pas comme ça. Éric Ciotti, merci d'avoir été l'invité de France Info ce matin.